Alors, on pense connaître l'immobilier? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va plonger vraiment au cœur du droit immobilier marocain. C'est un univers, vous allez voir, qui est assez complexe, mais qui est absolument fondamental pour quiconque s'intéresse au droit des affaires en Maroc. Première question, qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qu'un bien immeuble? Spontanément, on pense à un terrain, un bâtiment, facile, non? Eh bien, en droit marocain, la réponse, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et c'est justement cette complexité qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, pour s'y retrouver, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on pose les bases. Qu'est-ce qu'un bien? Ensuite, on va attaquer le gros du morceau, le droit de propriété, avec toutes ses facettes. Et puis, on terminera en voyant comment tout ça s'articule, concrètement, dans le monde des affaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important, ce droit immobilier? Tout simplement parce qu'il est au centre, au cœur même de l'économie marocaine. Pour un juriste d'affaires, le maîtriser, ce n'est pas juste un plus. Non, c'est une nécessité absolue, une compétence stratégique pour sécuriser la moindre transaction. Ok, tout part d'une distinction vraiment fondamentale, un principe qu'on hérite du droit romain, la summa divisio. Ça veut dire quoi? C'est simple, tout bien est soit meuble, soit immeuble. Ça peut sembler un peu basique, je vous l'accorde, mais c'est la clé de voûte. C'est cette distinction qui va déterminer absolument tout le régime juridique qui s'applique derrière. Justement, comment la loi fait-elle ce tri? Comment elle classe les choses? C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'au fond, c'est cette classification qui va fixer les règles du jeu pour n'importe quel bien. Allez, regardons ça de plus près. Un bâtiment, bon, c'est un immeuble par nature, ça c'est l'évidence même. Mais est-ce que vous saviez par exemple que les machines dans une usine, qui sont pourtant mobiles, eh bien elles peuvent être considérées comme des immeubles par destination, ou encore qu'une récolte, encore sur pied dans un champ, peut être vendue comme un bien meuble par anticipation. C'est là qu'on touche à toute la finesse, toute la subtilité du droit. Donc, on le voit bien ici, la classification est loin d'être binaire. Qu'un bien soit défini par sa nature, sa destination ou même par l'objet auquel il s'applique, c'est vraiment cette analyse fine qui est au cœur de toute expertise en droit foncier marocain. Passons maintenant au droit de propriété. Attention, ce n'est pas un bloc monolithique. Il faut plutôt l'imaginer comme un trousseau de clés. Il y a 3 clés principales et chacune ouvre une porte bien différente. Allons voir ça. La première clé, c'est l'usus. C'est tout simple. Le droit d'utiliser le bien, d'habiter sa maison par exemple, ou de la laisser vide pendant des années si on le souhaite. C'est le droit d'usage, le plus fondamental. Deuxième clé, le fructus. Là, c'est le droit de récolter les fruits de la propriété. Et quand on dit fruits, ça peut être au sens propre, les pommes d'un verger, ou au sens figuré, comme les loyers d'un appartement. En gros, c'est le droit de faire travailler son bien pour soi. Et enfin, la troisième clé, la plus puissante de toutes, l'abusus. Là, on parle du droit de disposer du bien, c'est-à-dire de décider de son sort, le vendre, le donner, le modifier et même, dans certains cas, le détruire. C'est vraiment le pouvoir ultime du propriétaire. Alors, comment devient-on propriétaire? Bon, il y a les voies classiques, l'héritage, la donation, la vente, mais il y a aussi une autre voie beaucoup plus étonnante, la prescription acquisitive ou l'usucapion. Imaginez un peu, le fait d'occuper un terrain pendant très longtemps, sans que personne ne s'y oppose, peut, à terme, vous en rendre propriétaire. C'est un mécanisme juridique fascinant, mais attention, il est très encadré. Maintenant, imaginez qu'on puisse partager ce fameux trousseau de clés. C'est exactement ça, le démembrement de propriété. Le propriétaire peut décider de garder une seule clé, disons l'abusus, et de confier les 2 autres, l'usus et le fructus, à quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant pour un juriste. Le droit marocain est particulièrement riche en la matière et il y a toute une palette de démembrements possibles. On ne va évidemment pas tous les voir en détail, ce serait trop long. Mais on va se concentrer sur 3 des plus importants, ceux qu'on rencontre le plus souvent en pratique. L'usufruit, l'amphithéose et le droit de superficie. Commençons par l'usufruit. C'est le cas classique. Imaginez des parents qui donnent leur maison à leurs enfants. Ils transfèrent la nue propriété, mais ils gardent l'usufruit pour eux. Concrètement, ça veut dire qu'ils peuvent continuer à y vivre jusqu'à la fin de leur jour, ou même la louer pour avoir un revenu. Les enfants, eux, sont bien propriétaires sur le papier, mais ils ne récupéreront la pleine propriété, avec toutes les clés, qu'au décès de leurs parents. Ensuite, l'amphithéose. Alors là, c'est un peu le bail version plus. Imaginez un investisseur qui veut construire un hôtel sur un terrain qui n'est pas à lui. Un bail amphithéotique, qui peut durer jusqu'à 40 ans, va lui donner des droits tellement étendus qu'il sera quasiment comme le propriétaire pendant toute cette durée. C'est vraiment l'outil parfait pour les grands projets d'investissement à long terme. Et le troisième, le droit de superficie.
Celui-là est très intéressant. C'est comme si on découpait la propriété à l'horizontale. Une personne est propriétaire du terrain, le dessous, et une autre personne est propriétaire de ce qui est construit dessus, le bâtiment, les plantations. Chacun est propriétaire de sa strate, si on veut. C'est une solution très ingénieuse pour certains montages immobiliers complexes. Voilà pour la division d'une seule propriété. Mais maintenant, il faut voir comment deux propriétés distinctes peuvent interagir entre elles. Et là, on entre dans le domaine des servitudes, dont le but est finalement d'organiser la bonne cohabitation entre voisins. Le concept de Bâle est assez simple. Une propriété, qu'on appelle le fonds servant, va rendre un service à une autre, le fonds dominant. Mais attention, le point crucial à comprendre, c'est que la servitude ne lie pas des personnes. Elle lie des terrains. Ça veut dire que si on vend sa maison, la servitude, elle ne bouge pas. Elle reste attachée au terrain. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le droit de passage. Imaginez, un terrain est enclavé, il n'a pas d'accès à la voie publique. Eh bien, le voisin a l'obligation de laisser un passage sur sa propriété. Dans ce cas, son terrain est le fonds servant, il subit la charge, et le terrain enclavé est le fonds dominant, il bénéficie du droit. C'est vraiment l'exemple type de la servitude. Bon, on a vu les fondations, on a décortiqué le droit de propriété, on a joué un peu avec ses démembrements, et on a vu comment organiser les relations entre voisins. Maintenant, la question c'est, concrètement, dans le monde des affaires, à quoi ça sert tout ça? Pour le juriste d'affaires, tout ce qu'on vient de voir, ce n'est absolument pas de la théorie abstraite. C'est sa boîte à outils de tous les jours. Chaque notion, chaque droit, c'est un instrument qu'il va utiliser au quotidien pour monter des opérations, pour protéger un investissement, pour défendre les intérêts de ses clients. Alors, si on devait résumer en quelques points clés, ce serait ça. Premièrement, la grande distinction, c'est meuble ou immeuble. Deuxièmement, le droit de propriété, c'est un package de 3 droits. Usus, fructus, abusus. Troisièmement, ce package, on peut le démembrer, le partager. Et enfin, quatrièmement, les propriétés voisines sont liées par des droits et des obligations, les servitudes. Finalement, ce droit immobilier, qui est hérité d'une très longue histoire, est aujourd'hui confronté à tous les défis du XXIe siècle. On pense à l'expansion des villes, aux nouveaux modèles d'investissement, à la transition écologique. La grande question, c'est est-ce que ce cadre juridique ancestral saura s'adapter pour façonner l'immobilier du Maroc de demain? C'est un défi immense et c'est celui qui attend toute une nouvelle génération de juristes. Merci d'avoir suivi cette présentation.